Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0. Une émission animée par Nathalie Croiset. On ne cesse de le dire dans cette séquence où on parle évidemment de hors-site, mais aussi de BIM, de lignes, de 3D. La modernisation de l'industrie du bâtiment passe par sa transition numérique. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au smart building. D'ailleurs, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot qu'on utilise souvent. Mais qu'est-ce que c'est que le smart building ? Et est-ce que le smart building et la construction hors-site se rejoignent et font bon ménage ? C'est ce qu'on va voir avec nos deux intervenants. Éric Jouzeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Ace With You. C'est ça. Quelques mots pour vous présenter et présenter Ace With You. Alors, le groupe Ace With You, c'est un groupe qui est en création. On est 5 associés pour l'instant et l'objectif est d'aider à la massification du bâtiment bas carbone, industrialisé, intelligent et autonome en énergie. Exactement, et notamment à travers la formation. J'allais dire ça, je pense que ce mot, j'ai dû le prononcer au moins une quinzaine de fois depuis ce matin. Mais en tout cas, c'est un enjeu majeur. Et puis aussi un acteur, mieux comprendre aussi ces enjeux pour un acteur comme Bouygues Immobilier. Augustin Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de projet co-living chez Bouygues Immobilier. Qu'est-ce que c'est que le co-living pour ceux qui ne sauraient pas encore ? Alors, le co-living, c'est un nouveau concept de résidence dédié aux jeunes actifs. Ou aux gens en transition dans leur vie personnelle et professionnelle, dans l'idée que chacun, dans une résidence, va avoir son petit appartement privé qu'il pourra louer en quelques secondes sur une application. Et il va partager au sein de cette résidence beaucoup d'espaces communs avec l'ensemble de ses co-résidents. Et ces offres seront déployées dans les grandes villes françaises sur lesquelles il y a de la tension locative et où le marché du locatif est un vrai problème pour les jeunes et les jeunes actifs en particulier. Et finalement, ça rejoint les enjeux de la notion d'usage, où finalement vous vous adaptez aux mutations de nos sociétés, c'est ça, à travers ces propositions ? Oui, exactement. Ça vient d'un constat assez simple, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, le logement locatif est un vrai problème dans notre société. C'est très compliqué de trouver un appartement à louer, de visiter, de chercher, de signer son bail. Et au final, on se retrouve très souvent seul. Et on s'aperçoit que les besoins sont plus les mêmes que ceux d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on va passer par des phases de vie qui sont beaucoup plus découpées, beaucoup plus courtes. On va être en CDI, en CDD, on va vouloir créer sa société, on va vivre une période de chômage, de voyage. Et finalement, louer un appartement dans ces conditions-là, c'est pas adapté. C'est là-dessus qu'on se positionne. À travers le co-living. Alors, on va mieux comprendre pour vous les enjeux de hors-site dans un instant, mais aussi, parce que je disais, voilà, le lien entre les deux et les atouts que ça peut représenter. Quand on parle de smart building, déjà, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. C'est pas seulement un bâtiment intelligent, un smart building, si on veut traduire ça comme ça. C'est autant un bâtiment intelligent qu'un téléphone est un téléphone intelligent quand il s'appelle un smartphone. Non. Non, plutôt non. Et puis, il y a presque autant de définitions qu'il y a de personnes qui en parlent. Simplement, en fait, ce qui fait la caractéristique, je crois, de ces bâtiments, c'est leur capacité à s'adapter à ceux qui vivent dedans ou ceux qui ont des usages dedans. Et pour ça, ça nécessite des architectures numériques adaptées. Voilà. Je crois qu'on peut en dire ça. Ce qui a transformé le téléphone en smartphone, c'est l'adjonction d'un système d'exploitation qui a fait que d'un coup, tout le monde a pu se mettre à développer des applications, donc des services pour le téléphone, qui utilisent tout le matériel qu'il y a dans le téléphone. Si on fait le parallèle avec le bâtiment, ça veut dire que quand on va mettre un système d'exploitation dans le bâtiment, ce qu'on appelle un BOS, Building Operating System, eh bien, d'un coup, on va pouvoir développer beaucoup d'applications, beaucoup de services. La plupart, on ne les connaît pas encore, en fait. Quand les premiers smartphones sont sortis, on ne savait pas ce que ça allait donner en termes d'applications. Aujourd'hui, il y en a des milliers. La durée de vie est très courte des applications comparée à la durée de vie des bâtiments. Et en fait, le vrai intérêt de ça, réside justement sur ce point-là. C'est-à-dire que quand on fait ça, quand on installe ces architectures, on découpe le lien entre le cycle de vie du bâtiment et le cycle de vie des services qui s'attachent dessus. Un bâtiment, c'est construit pour durer très longtemps. Bouygues fait des bâtiments qui durent 30 ans sur le papier, 50 ans en vrai, en fait, avant qu'on les démonte. Une application sur un smartphone, si c'est un jeu, ça dure 6 mois. Alors évidemment, celles du bâtiment vont peut-être durer un petit peu plus longtemps, mais moins longtemps que le bâtiment. Il faut pouvoir les upgrader. Et donc, voilà.
C'est comme ça qu'on fait du smart building. Voilà, c'est pas uniquement piloter les divers équipements, on va dire, d'un bâtiment. Voilà, ça c'est de la domotique. C'est autre chose, c'est une véritable valeur d'usage. Et on revient finalement à ce dont vous parlez tout à l'heure. C'est ça, Augustin Rousseau. Vous, comment vous le définiriez, le smart building, justement ? Alors nous, le smart building, ça tourne autour de 3 choses. Premièrement, c'est un immeuble capable d'accueillir plusieurs usages. Donc un usage d'habitation, un usage de travail, un usage d'activité, de restauration. Ça, c'est le premier aspect pour nous aujourd'hui du smart building. Le deuxième aspect, ça va être plutôt la façon dont on l'a conçu. C'est-à-dire qu'on l'a conçu autour du partage. On l'a conçu pour qu'il favorise les liens entre les résidents et les activités. Et le troisième aspect pour nous du smart building, c'est un bâtiment qui est capable de s'ouvrir au quartier. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir des espaces ouverts au quartier. Et aujourd'hui, c'est toute la philosophie qu'on a autour de ces nouveaux usages où il y a plus de mouvement, plus de flux, plus de porosité entre le moment où on travaille, au moment où on est chez soi, le moment où on va se divertir. Et finalement, c'est un peu la vision qu'on a, nous, du smart building. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on quitte totalement, justement, l'aspect numérique. Quand vous en parlez comme ça, vous parlez beaucoup d'usage dans le quartier. Non, c'est vrai. Le service, la notion de service en fait est très très liée avec le numérique parce que quand on dit on va amener des services dans le bâtiment, en général c'est des logiciels qu'on installe. Uber c'est un service mais fondamentalement c'est un logiciel. Je crois que le point qu'a abordé Augustin là qui est aussi important, c'est cette ouverture. C'est-à-dire que le digital arrive aussi à amener l'ouverture sur tout le reste, sur le monde, sur les services des commerces autour, mais aussi la mobilité, la ville intelligente, etc. etc. C'est une notion importante. Alors justement, maintenant on va faire le lien avec le hors-site, puisque c'est aussi l'objet de ce sujet-là. Vous, chez Bouygues Immobilier, ça représente quoi le hors-site ? Vous en faites ? On en fait, mais c'est une petite partie de notre production globale de logements ou de bureaux, même toute petite partie aujourd'hui. Il y a eu une aventure avec Ossabois il y a une dizaine d'années qui a vécu son temps et qui n'était pas on va dire, le moment n'était pas là pour le hors-site. Aujourd'hui, c'est des solutions qu'on étudie de plus en plus pour plusieurs raisons. Les cycles immobiliers sont très longs. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'essayer de construire plus vite. Donc le hors-site peut être une solution qui peut nous permettre de construire plus vite. Donc c'est de réduire en fait les délais de construction typiquement, ça c'est un premier atout. C'est de réduire les délais de construction. Oui, tout à fait. Être capable d'aller sur des cycles de, on va dire, 3 ans à des cycles plutôt de 2 ans, entre le moment où on trouve le foncier et le moment où on dépose le permis et on livre. Être capable de construire de meilleure qualité aussi, avec un bilan carbone qui soit meilleur que le traditionnel. On a testé, nous, une solution de construction hors site pour le co-living et on s'est rendu compte qu'on était capable de construire plus vite mais de meilleure qualité au niveau des finitions, des levées de réserve qu'une construction traditionnelle. On se rend compte qu'on peut avoir beaucoup moins de nuisances sur les chantiers aussi. Donc c'est important pour les riverains, c'est important pour la gestion des déchets. Et donc finalement, le hors-site, pour nous, ça peut être une solution alternative à la construction traditionnelle sur des aspects de vitesse, qualité et réduction des déchets. C'est les principaux axes qu'on a trouvés, en fait, en tout cas, autour du hors-site. D'accord. Et quand vous disiez encore peu de projets développés pour le moment hors-site, pour quelles raisons, finalement, au départ ? Parce que ça change complètement vos méthodes de travail ou... Il y a le fait que ça change les méthodes de travail, clairement. Qu'il faut éduquer aussi les équipes, il faut éduquer les collectivités. Donc c'est quelque chose on va dire, de nouveau, c'est quelque chose qui intéresse, c'est quelque chose qui est pas non plus facile à déployer parce qu'aujourd'hui en France on a des très très bons ouvriers, on a un secteur de la construction qui est très très implanté, très fort. Donc aujourd'hui faire concurrence à ça, c'est pas forcément évident. Néanmoins, on pense que le modulaire est une solution qui peut permettre dans des zones urbaines très denses d'être plus efficace que la construction traditionnelle. D'accord, surtout dans les zones urbaines finalement. Oui, tout à fait. Ouais, donc il y a un choix aussi, enfin on comprend, il y aura différentes méthodes chez vous, peut-être du hors-site sur certains lieux, d'autres non, quoi, en fait. Exactement, en fait, on veut être capable de proposer la méthode traditionnelle comme le hors-site pour être à chaque fois le plus compétitif, le plus qualitatif et répondre aux enjeux du logement aujourd'hui, c'est-à-dire produire plus de logements pour la population et les collectivités.
Et alors vous, Éric Jouzeau, comment vous l'abordez ce hors-site, j'allais dire, par rapport à votre activité ? Le hors-site, on l'aborde au sens où l'industrialisation dans le bâtiment, c'est comme le digital, c'est une révolution. Et que le gros atout, en plus de ceux que Augustin a mentionnés, de l'industrialisation, c'est la capacité à améliorer constamment la qualité, en fait, et les process qui font cette qualité. Le deuxième, c'est le fait que justement, quand on industrialise, on processe. Je ne dirais pas que fondamentalement, on part plus haut en qualité, mais par contre, on crante et on avance. C'est-à-dire que Stradivarius faisait de l'artisanat, c'était une très bonne qualité qu'on n'a jamais vraiment réussi à égaler. Mais c'est bien ça le problème, on n'a jamais réussi à l'égaler. En faisant de l'industrialisation pour le bâtiment, on espère pouvoir avancer en améliorant ces niveaux de qualité, le coût, la gestion des déchets, la descente de l'empreinte carbone progressive. Voilà. Et donc, sur ce point-là, cette gestion processée des choses, c'est un gros atout pour le smart, parce que le smart, c'est plutôt des techniques qui viennent du monde de l'informatique. C'est des gens qui ne parlent pas du tout le même langage que les gens du bâtiment, et pas non plus que les industriels qui font les équipements qui vont avec, d'ailleurs. Le process est l'ami de l'informatique. Quand vous installez une imprimante, que vous êtes gouré 3 fois parce que vous n'avez pas lu le manuel, parce que personne ne le lit, vous pouvez vous tromper ou ne pas y arriver 50 fois si vous refaites 50 fois la même chose. Un peintre, un électricien, on peut lui crier dessus. Il finit par y aller et puis faire ce qu'on lui demande de faire. Un système informatique, c'est pas la peine de crier, il faut juste faire dans l'ordre. Voilà. Donc cette industrialisation qui amène le process va aider le smart. Je pense que également le fait que le smart, comme vous le disiez tout à l'heure et comme le disait aussi Augustin, on est au début. Les parts de marché sont petites encore sur le modulaire. Le smart, c'est pareil. On fait. Alors que j'allais dire le smart building, ça date pas d'hier qu'on en parle. C'est comme le BIM. Alors, là, on se dit, mais la le temps que ça. dont on veut rayer le nom, et du coup, je ferais pas bien de ne pas le répéter. Ça existe depuis la fin des années 70. Les concepts ont été posés à ces moments-là. Du coup, s'il y avait un marché pour ça, on le saurait depuis. Parce que maintenant, on sait le faire vraiment pour pas cher et très bien. Le smart, c'est encore autre chose. Mais le fait que ces deux branches-là peuvent se rejoindre parce qu'elles ont à peu près les mêmes enjeux de croissance. Elles s'appuient mutuellement, c'est-à-dire qu'une usine et le digital, ça fait bon ménage. C'est-à-dire que partout ailleurs dans l'industrie, le digital prospère, s'étend, fluidifie les choses, simplifie les process. Il n'y a pas de ERP autrement que digital, par exemple. Donc on voit bien qu'une usine qui va faire du hors-site, elle aura un ERP. Voilà, donc ça va s'interpénétrer. Le monde de la construction classique a beaucoup peiné à imposer la notion de BIM. Je crois que maintenant, on est quand même bien dedans. On voit bien que c'est natif quand on fait de l'industrialisation. Donc ces deux mondes-là vont s'aider et ils ont les mêmes challenges devant eux, donc ils ont intérêt à s'épauler. Voilà. Et alors, est-ce que vous partagez le même point de vue, finalement, que le smart building et le hors-site peuvent se rejoindre, et particulièrement, j'allais dire, dans vos activités, où c'est votre point de vue de Bouygues Immobilier? Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous, on a fait un prototype de construction modulaire l'année passée, parce qu'on pense que ça fait partie du smart building. Un bâtiment qui est conçu avec des méthodes bas carbone, où la qualité de finition est au rendez-vous, où on peut construire plus vite, pour nous, déjà, il est smart. Donc, si en plus, derrière, il est capable d'accueillir des usages tels que la société les demande aujourd'hui, je pense qu'on a coché toutes les cases. Et le digital vient par-dessus ça, apporter la couche servicielle et lier les gens entre eux, si besoin. Mais pour nous, c'est clairement la définition du smart building. Clairement la définition. Et alors sur le fait, parce qu'il faut peut-être encore aussi beaucoup de pédagogie, on dit qu'on en est au tout début, c'est ce que disait Éric Jouzeau, à la fois sur le smart building et sur le hors-site. Vous estimez vous-même encore qu'il y a vraiment besoin beaucoup de faire comprendre ces enjeux-là? Oui, je pense qu'il y a un volet éducationnel assez important auprès... je pense que les acteurs sont sensibilisés, les acteurs de l'immobilier, mais auprès des collectivités, qui découvrent aussi ces solutions-là, ces façons de faire, la constructibilité, sur lesquelles il faut aussi les rassurer, sur
la qualité comparable à du traditionnel, voire je pense sur des sujets comme ça. Et il y a, à mon avis, une phase d'éducation devant nous et de communication auprès des élus. C'est ce qu'on a déjà démarré, nous, en faisant visiter notre prototype à beaucoup de collectivités qui sont assez surprises de voir qu'on peut construire différemment et qu'on peut peut-être aller plus vite et qu'on peut construire avec moins de nuisances pour leur quartier et leurs riverains, ce qui est quand même quelque chose d'hyper important. Alors justement, la formation, j'en parlais avec Jouzo, vous aussi, vous vous adressez, vous avez lancé aussi un partenariat pour informer et faire monter en compétences sur les enjeux aussi de Smart Building, mais finalement en lien avec leur site. Oui, alors on vient de déposer les statuts de notre centre de formation, mais avant d'avoir fait ça, on avait déjà signé avec un partenariat avec le Campus hors site. Et on a fait notamment une formation qui est maintenant disponible, qui s'appelle les enjeux du numérique et du hors-site, où justement on essaye d'expliquer pourquoi faire des bâtiments intelligents c'est bien, faire une usine intelligente c'est bien, mais faire des bâtiments intelligents dans une usine intelligente, c'est plus que 1 + 1 = 2. Aujourd'hui, on est vraiment que à l'aube de ça. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les autres industries et qu'on voit ce que le digital apporte, c'est-à-dire la capacité à manipuler, par exemple, le jumeau digital du produit, quand on transporte ça dans le bâtiment, on voit qu'on est aux prémices du jumeau digital, le digital twin du bâtiment. Une usine qui manipule ça, qui fait ses essais là-dessus, etc., elle prend forcément beaucoup de longueur d'avance. Donc on y croit très fort. Donc on essaye il y a beaucoup de chemin en formation à faire. Il y a beaucoup de chemin aussi, j'imagine. Un commentaire, Augustin Rousseau, sur ce sujet-là ? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de formation encore. Parce que c'est vrai que le modulaire, c'est plus de conceptualisation, c'est plus de design, c'est plus d'ingénierie dans la phase de création, sur lesquels les acteurs ne sont pas forcément familiers. Et alors sur ce sujet d'industrialisation, parce que vous parlez d'industrie numérique, on a déjà ici eu un plateau, on a parlé de ce sujet-là, de réindustrialiser. Il faut aussi de l'espace, il faut des usines. Enfin, on ne va pas imaginer non plus une massification de sujets du hors-site pour provoquer un petit peu. En termes d'espace d'usine, de fabrication de bâtiments, oui, ça prend de l'espace. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est de l'espace chez nous. Oui, c'est ça. Donc c'est de la réindustrialisation locale. Et si on veut vraiment descendre l'empreinte carbone des bâtiments, et intérêt même à les multiplier, à ne pas les faire trop grosses. C'est ce dont on parlait avant de rentrer sur le plateau. Justement, c'était que le pari... Vous aviez commencé le débat en coulisses. Exactement. Le pari que nous, on avait fait, c'est qu'on a intérêt à avoir des sites de production pas énormes, quelques milliers de mètres carrés, mais de les dupliquer dans les régions. Pour éviter les gros transports, parce que c'est des gros blocs qu'on bouge quand même. Et puis voilà, ça évite de brûler du gasoil. Ça permet aussi de localiser la production. On voit bien que l'habitat en France, il n'est pas pareil en Savoie qu'en Bretagne, qu'en Provence ou dans le Nord. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc oui, ça fait des mètres carrés d'usine, mais bon, on est plutôt en train de dire qu'on n'en a pas assez que trop, non, il me semble. Oui, on parle de réindustrialiser justement. Sur cet aspect des usines, comment vous travaillez le hors-site, si je puis dire? On travaille exactement comme il vient de le dire, c'est-à-dire avec des usines qui sont plutôt colossales en termes de taille, pour avoir passé 1 an à travailler avec un constructeur modulaire l'année dernière. Je pense qu'il y a des enjeux à avoir des entreprises peut-être plus réduites, plus proches des marchés locaux, et qui permettent d'absorber mieux les distances, d'absorber mieux parce que c'est le sujet du modulaire, finalement, c'est le transport. Et comment est-ce qu'on transporte sans brûler trop d'essence, sans polluer. Ça fait partie on va dire, d'aujourd'hui des sujets sur lesquels le modulaire doit évoluer, et d'avoir un maillage plus près des marchés, c'est sûrement une solution. Ouais. Et alors sur cette problématique aussi, globalement, on va dire, de Smart Building, on a des acteurs aussi différents. On a d'un côté des artisans, on a aussi les industriels, on en parle, qui proposent des solutions. On a aussi les informaticiens, si on veut résumer par inter. Il faut que tout ce monde-là aussi travaille ensemble. Est-ce que c'est peut-être pas si simple que ça, Éric Jouzo? Non, pas simple. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, d'où les enjeux de formation aussi. Effectivement, quand
Quand on fait ça, quand on fait du bâtiment modulaire et quand on fait du smart, on multiplie un peu les acteurs. Et puis aussi, on rebat un peu les cartes de la filière. Et ça c'est ce qu'il y a de plus dur, le changement pour nous, les êtres humains. Donc c'est compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas intéressant de le faire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça nécessite de la formation, ça nécessite de l'entente. Alors, sur le hors-site et le smart, vu qu'on est aux prémices des marchés, pour l'instant, on est plutôt en train de se battre pour agrandir la taille du gâteau global que qui va manger les miettes qu'il y a pour l'instant. Donc ça simplifie le truc. Quand on sera sur des comportements ou une industrialisation plus mature, une filière plus mature sur ces sujets-là, on se reposera les questions peut-être différemment. Il y aura sûrement moins d'acteurs, il y en aura sûrement un peu plus partout aussi, parce qu'aujourd'hui, la capacité à produire de l'industrie du modulaire est pas encore par rapport aux gros enjeux. Si on regarde les enjeux qu'Augustin mentionnait sur... le logement, par exemple, s'il fallait que ce soit tout produit en modulaire, on peinerait un peu, quoi. Et s'il fallait tout mettre en smart, c'est pareil, la filière n'est pas encore complètement prête. Donc d'où les besoins de formation et puis de mutation un peu de tout le monde. Parce que cette filière, c'est vrai qu'elle est compliquée. Elle est déjà compliquée avant que tout ce monde-là arrive. C'est-à-dire qu'elle est faite de plein d'acteurs, des acteurs nationaux comme vous, des acteurs très très locaux, et puis tout l'intermédiaire et ça c'est un challenge. Alors on fait des challenges. Alors ce challenge, prêt à le relever, Augustin Rousseau? Oui, nous en tout cas on pousse pour que cette sorte de solution de construction soit plus déployée en France, parce qu'on pense qu'elles ont un vrai intérêt, pas forcément partout, mais sur des opportunités précises qu'on voit dans les villes, sur lesquelles il faut peut-être construire la ville sur la ville. Il faut les construire dans les dents creuses, il faut aller finalement revisiter un peu les centres urbains denses, et on pense qu'il y a un gros potentiel pour ça. Et ça fait partie des différents décrets qui ont eu lieu ces 5 dernières années sur on arrête d'étendre la ville, on commence à la reconstruire sur elle-même, on densifie. Je pense qu'il y a un vrai challenge pour la filière de répondre à ces besoins, et pour la filière française notamment, parce que je pense que la filière étrangère est peut-être un peu plus avancée sur le modulaire qu'en France, et que la France a un gros enjeu à rattraper peut-être son retard et même devenir un des leaders sur le sujet. Alors, puisque la question de départ, c'était le smart building et la construction hors site, font-ils bon ménage? Oui, visiblement, mais il va falloir faire un passage à l'échelle, c'est ça, Augustin Rousseau? Oui, il va falloir faire un passage à l'échelle. Je pense que ça passe par une consolidation de la filière. Et une fois qu'on aura les premiers bâtiments en co-living en modulaire, on pourra dire ça y est, on a le premier pion est posé, on n'a plus qu'à déployer la suite. La même question pour vous, Eric Chouzeau. En fait, alors on parlait de challenge. Les challenges sont beaux parce que les enjeux sont gros. C'est-à-dire que les enjeux du bâtiment, c'est pas rien. Si on regarde juste les émissions de gaz à effet de serre, on est sur la filière totale. Alors après, ça dépend comment on compte et tout, mais si c'est pas le premier, c'est le deuxième émetteur. Donc l'enjeu est énorme. Et donc, il n'y a pas de solution sans massification de tout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'époque qu'on fait dans le smart, par exemple, c'est super. Ça fait des flagships pour toutes les sociétés qui y participent. Mais on ne résoudra pas les problèmes des émissions de gaz à effet de serre en faisant 3 sièges sociaux à la Défense. C'est chouette. C'est bien, ça met en valeur des techniques, puis des techniques françaises aussi pour la plupart. Ça, c'est important. Le smart est quand même bien en avance en France. Mais je dirais que ce n'est pas le débat en fait. Le débat, c'est comment justement on maille le territoire et on est capable d'aller profond dans la filière pour déployer ces solutions-là, parce que, encore une fois, c'est des solutions qui non seulement sont au rendez-vous en termes de carbone, mais en plus ont des facilités à s'améliorer que le traditionnel n'a pas.
Donc si on part bien et qu'en plus on sait qu'on peut faire mieux, ce serait dommage de ne pas le faire, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on parle de territoire, je crois la première résidence de co-living, ça sera à Bordeaux, c'est ça, l'an prochain? C'est ça, pour Bouygues Immobilier? Voilà. Tout à fait, à Bordeaux. Alors, c'est pas du modulaire. Ce sera de la réhabilitation d'un immeuble de bureau. Donc, on a justement cette capacité, nous, avec le produit qu'on a, de faire de la réhabilitation, de la construction neuve ou de la construction modulaire, parce qu'on a un produit qui est très répétitif. Et donc, on ouvrira dans 1 an maintenant la première résidence à Bordeaux, dans laquelle il y aura 140 appartements dédiés à la location pour les jeunes actifs. Ouais. Voilà, avec après tout un maillage, j'imagine, territorial, justement, de ces propositions de co-living. Ouais. Exactement, l'objectif, c'est d'être présent dans toutes les grandes villes en France, donc d'avoir d'ici 2025 à 2026 environ 2500 lits, appartements sous gestion. Quand même. Voilà, donc il y a un vrai enjeu aussi derrière ces mutations de société dont on parlait. Et vous, alors, la formation, ça sera pour quand? Parce que là, vous venez de signer. La formation, c'est parti. C'est parti. La formation est disponible. D'accord. J'invite tous les gens qui nous écoutent ou nous regardent à s'inscrire. Les gros enjeux qui viennent pour nous, c'est l'ouverture des sites de construction. On veut en faire plusieurs et on veut les faire dans différentes régions, justement. On a des choses qui se trament en Occitanie, en Rhône-Alpes, en PACA, d'autres régions. Voilà. Donc je peux pas trop parler pour l'instant, mais voilà, on est sur ce plan-là parce que voilà, pour mettre en œuvre tout ce dont on vient de parler, c'est important. Voilà, il va falloir que ça accélère. En tout cas, on a bien compris, les deux se rejoignent parfaitement et on peut mettre aussi, faire du lien avec le numérique qui devient plus un outil dans cette histoire-là. Et j'aime bien parce qu'on a beaucoup finalement parlé d'usage et d'habitants. C'est vraiment au cœur de la construction. Merci à vous, Éric Jouzeau, donc cofondateur de Ace With You, et à vous, merci. Augustin Rousseau, directeur de projet co-living chez Bouygues Immobilier. Merci. On va marquer une courte pause et on va terminer par la séquence tendance et design. On va s'intéresser aux peintures naturelles dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.